Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une perspective assez controversée de la crise ivoirienne. Les documents qu'on a analysés la présentent non pas comme une simple guerre civile, mais plutôt comme un complot international, orchestré de A à Z. Alors explorons ensemble cette thèse. La thèse au cœur de nos sources est, disons pour le moins provocatrice. L'idée, c'est que le conflit ne serait pas né comme ça, spontanément. Non. Il serait le résultat d'un plan bien précis, un plan qui visait à renverser un président jugé trop indépendant, et donc menaçant pour des intérêts bien établis. Bon, pour bien comprendre cette thèse, il faut d'abord regarder le mobile présumé du crime, si on peut dire. Et tout tourne autour d'un système de relations postcoloniales très particulier, un système connu sous le nom de France-Afrique. Selon cette analyse, le problème venait du président de l'époque, Laurent Gbagbo. Sa volonté de donner un vrai sens au mot indépendance était vue comme une menace directe, une menace à cet ordre ancien qui garantissait une influence française considérable dans la région. Et cette influence, d'après la source, elle reposait sur 3 piliers solides. D'abord, le contrôle de la monnaie avec le franc CFA. Ensuite, des pactes militaires qui assuraient un accès stratégique. Et enfin, le soutien à des dirigeants, disons, plus amis. Le truc, c'est que Laurent Gbagbo menaçait de s'attaquer à chacun de ces piliers. Mais le point vraiment crucial, le nerf de la guerre, c'était la monnaie. Le projet de Gbagbo, de sortir du franc CFA, ça c'était perçu comme une menace existentielle. Une menace capable de faire s'effondrer tout le système de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. En gros, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Alors, une fois le mobile posé, la source explique qu'une décennie de déstabilisation a commencé quasi immédiatement après l'élection de Gbagbo en 2000. Voyons voir un peu comment ça se serait passé. La source met en lumière 3 événements vraiment clés qui sont présentés comme les actes d'une déstabilisation calculée. Tout commence par une rébellion armée qui coupe le pays en deux, puis viennent des accords politiques qui, d'après cette lecture, vont en fait légitimer les rebelles, et le point culminant, c'est un incident militaire aux conséquences absolument dramatiques. Cette citation, elle résume parfaitement la façon dont les partisans de Gbagbo ont perçu ces accords. Le fait qu'ils aient été signés en France, ça n'a rien arrangé. Pour eux, ce n'était pas un traité de paix, c'était une manœuvre politique qui mettait une rébellion armée sur un pied d'égalité avec un gouvernement élu légalement. Cet incident, lui, est présenté comme une manipulation pure et simple des services français. L'objectif aurait été de se créer un prétexte, une justification, pour une action militaire directe contre le gouvernement de Gbagbo. Et tout ça en représailles à un acte dont la responsabilité d'ailleurs est encore débattue aujourd'hui. Toute cette longue période de pression aurait atteint son paroxysme avec l'élection présidentielle de 2010. Et nos sources la décrivent non pas comme une sortie de crise, mais plutôt comme un piège méticuleusement préparé. En fait, la légitimité de ce vote a été mise en doute sur plusieurs points. D'abord, comment organiser un vote libre quand une bonne partie du pays est toujours contrôlée par des rebelles armés? Et puis, les rumeurs de fraude, les intimidations, tout ça a créé un climat hyper tendu pour l'annonce des résultats. Et c'est là que tout bascule. Le pays est plongé dans une crise constitutionnelle, mais du jamais vu. D'un côté, on a la commission électorale qui proclame un vainqueur, et de l'autre, la plus haute autorité juridique du pays, qui en proclame un autre après avoir annulé des résultats dans des zones qu'elle jugeait frauduleuses. Résultat, 2 présidents pour un seul pays. Face à cette impasse totale, une proposition est mise sur la table. Recomptons les bulletins de façon transparente, sous contrôle international. Mais cette demande de vérification a été refusée. Et la source note que, par la suite, tout le matériel électoral a été détruit, ce qui rendait, de fait, tout recomptage futur impossible. Le processus politique est donc dans une impasse complète. On a 2 camps qui se revendiquent du pouvoir. La source soutient alors que certains acteurs internationaux ont décidé de passer à une solution militaire pour régler le problème. La phase finale de la crise, c'est donc une opération militaire, directe, qui vise le cœur même du pouvoir à Abidjan. Officiellement, le mandat de l'ONU était de protéger les civils. Mais selon cette analyse, les cibles étaient, elles, clairement politiques et militaires. Ce témoignage, tiré des documents qu'on a étudiés, il décrit l'acte final comme un assaut mené par des forces étrangères, un assaut qui ouvre la voie à l'arrestation du président sortant par les forces rebelles. C'est une image très forte qui conclut cette crise. Alors, au final, que retenir de cette lecture de la crise ivoirienne? Quelle est la conclusion de toute cette analyse? Eh bien, cette vision des choses dépeint nos conflits comme une véritable tragédie néocoloniale moderne. Un conflit interne aurait été utilisé, instrumentalisé, au prix de milliers de vies humaines, et tout ça pour, au final, affaiblir la souveraineté d'une nation. Tout ce récit nous laisse avec une question.
Une question assez fondamentale qui va bien au-delà de la Côte d'Ivoire. Ça nous interroge sur ce que veut vraiment dire l'indépendance et sur les limites de l'influence étrangère au XXIe siècle. C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Merci d'avoir été là.